Alors, on continue avec l'exercice 2.5, le volume d'un tétraèdre. Donc le but de cet exercice, c'est de traiter une formule mathématique en utilisant des variables, et c'est la contrepartie, hein, c'est la version, on passe à la dimension supérieure, de l'exemple que vous avez vu en cours, de calculer l'aire d'un triangle en fonction des longueurs de ses trois côtés. Donc là on nous dit, on a une formule pour calculer le volume d'un tétraèdre, des longueurs A, B, C, D, E, F. L'exercice dans le cahier d'exercice est un peu imprécis, parce que A, B, C, D, E, F, c'est les longueurs d'un tétraèdre, mais on peut les organiser un peu comme on veut, c'est pas comme un triangle. Et donc ce qu'on veut ici, c'est un tétraèdre où on a un sommet ici, de ce sommet par trois longueurs A, B, C. Ça s'appelle D, ça s'appelle E, et ça s'appelle F. Donc c'est un tétraèdre comme ça, d'accord? A, B, C, c'est les longueurs des trois arêtes qui partent d'un même sommet. D, c'est l'arête qui rejoint les points après A et B. E pour B et C, et F pour A et C. Donc ça c'est un tétraèdre, et puis en fonction de ces trois longueurs, on peut calculer son volume, et la formule est assez compliquée. On nous dit c'est 1/12 de racine de P moins Q plus R, mais P, Q, R c'est des choses qui sont définies ici, et Q et R dépendent de X, qui sont des choses qui sont définies ici. Donc on copie ici, on nous dit que X c'est égal à A carré plus B carré moins D carré, donc c'est quelque chose avec cette face-là, A carré plus B carré moins D carré. Y, c'est la contrepartie, mais pour cette face-là, c'est B carré plus C carré moins E carré. Et Z, pour la face de derrière, c'est A carré plus C carré moins F carré. Et après, on nous dit, on définit P, Q, R. P, c'est 4 fois A carré, B carré, C carré. Q, c'est une expression compliquée, A carré, Y carré, donc ce A carré là, avec cette valeur calculée pour cette face-là, plus B carré avec la valeur pour la face de derrière, donc B carré, Z carré, plus C carré avec la face de devant, C carré, X carré. Et on nous dit que R, enfin, c'est X fois Y fois Z. Et on nous dit le volume de ce tétraèdre, c'est 1/12 de racine de P moins Q plus R. Si vous êtes physicien, vous allez bien regarder un peu l'homogénéité. A, B, C, D, E, F, c'est des longueurs, donc c'est des mètres. X, c'est des mètres carrés plus des mètres carrés moins des mètres carrés, donc c'est des mètres carrés. Y et Z aussi, c'est des mètres carrés. P, c'est une constante fois des mètres carrés, fois des mètres carrés, fois des mètres carrés, donc c'est des mètres puissance 6. Q, c'est des mètres carrés fois des mètres carrés au carré, donc des mètres 4, donc c'est des mètres 6, plus des mètres 6, plus des mètres 6. Et R, c'est des mètres carrés fois des mètres carrés fois des mètres carrés, donc des mètres 6 aussi. Donc P, Q et R sont des mètres puissance 6. P moins Q plus R, c'est bien des mètres puissance 6. Quand je prends la racine carrée, j'ai des mètres puissance 3. C'est bien homogène à un volume. Voilà, bon, cette formule, je l'ai recopiée ici. Et maintenant, on répond à la question de donner la fonction volume tétraèdre qui prend les longueurs d'un tétraèdre et qui renvoie son volume. Donc, je donne mes trois longueurs, qui sont des nombres à virgule flottante. Hein. A priori, on n'a pas que des tétraèdres entiers, même si c'est plus facile à tester. Et le volume est lui-même un nombre à virgule flottante. Qu'est-ce qu'il faut comme précondition? Bah là, on peut s'inspirer de ce qu'on a vu en cours pour l'aire du triangle. On veut que ce soit bien des longueurs, donc il faut que A soit plus grand que 0, et que B soit plus grand que 0, et que C soit plus grand que 0, etc., etc. Vous voyez ici que j'utilise une formule, cette formule de précondition. Hein, les préconditions, c'est quand est-ce que c'est que doivent vérifier les paramètres pour que la fonction calcule correctement. Je l'ai écrite comme un booléen, une expression booléenne Python. J'ai mis des AND entre les tests. On a besoin d'une deuxième précondition que vous ne voyez pas forcément, parce que elle est un peu plus subtile, mais si vous faites le parallèle
avec ce que vous avez vu en cours, ça va vous sauter tout de suite aux yeux. En cours, on a vu l'aire du triangle, et on avait dit qu'il fallait que les trois côtés ABC soient les trois côtés d'un triangle. Hein, vous vous souvenez, on ne peut pas écrire de triangles qui ont un côté de 13, un côté de 2 et un côté de 2. D'accord? Ça n'existe pas, vous voyez bien, j'arrive pas à refermer mon triangle ici. Donc, on avait dit, il faut que ABC respecte les inégalités triangulaires. Ces inégalités, vous les connaissez, il faut que A soit plus petit que B plus C, et il faut que B soit plus petit que A plus C, et il faut que C soit plus petit que A plus B, vous les connaissez depuis l'école primaire. Bon, vous connaissez peut-être les inégalités tétraédriques que depuis récemment, d'accord, mais il faut aussi que ces choses-là respectent des inégalités pour que le tétraèdre existe. Entre autres, il faut que chacune de ces faces soit un triangle. Donc il faut que chacune de ces faces respecte les inégalités triangulaires. Mais en fait, vous allez voir, c'est pas forcément suffisant, d'accord? Imaginez que ma base DEF, ce soit un triangle équilatéral de côté 100. Et imaginez que mes ABC, ils aient chacun la valeur 51. Donc ça vous fait un triangle quasi plat de chaque côté. Voilà, j'étais un petit peu généreux avec mon triangle, il n'est pas du tout quasi plat. D'accord, hop, ici. Donc là, vous voyez, là, si jamais A, B et C, ça vaut 51, que DEF, ça vaut 100, alors la propriété que je viens d'énoncer est vraie, toutes les faces sont des triangles. Par contre, je ne peux pas faire un tétraèdre, vous voyez, je ne peux pas les rassembler ici, ça va, ils vont pas pouvoir se toucher le point là, et donc ça ne représente pas les longueurs d'un tétraèdre. Donc en fait, les inégalités tétraédriques, elles sont très compliquées, et nous, on les connaît pas. Enfin, peut-être vous les connaissez, moi je les connais pas. Donc qu'est-ce que je fais? Plutôt que d'écrire une précondition comme une formule mathématique, une expression booléenne Python, j'écris ma précondition comme une phrase en français en disant les nombres A, B, C, D, E et F représentent les longueurs des côtés d'un tétraèdre. Et en écrivant ça, je demande à ce que les gens qui utilisent ma fonction l'utilisent uniquement avec des sextuplés de nombres qui sont bien les côtés d'un tétraèdre. Et puis ensuite, je vais écrire la description de ma fonction, donne le volume d'un tétraèdre de côtés dont les arêtes. Alors, côté, c'est un peu bizarre. Je vais dire longueur des arêtes d'un tétraèdre. On est en géométrie dans l'espace. Dont les arêtes ont pour longueur A, B, C, D, E et F. Bon, j'ai fait la partie facile, qui est la partie de la spécification de la fonction. Maintenant, l'algorithme, eh bien, il m'est donné. Je l'ai déjà écrit parce que cet algorithme, c'est la formule mathématique qu'on nous a donnée. Et il va se traduire directement en Python. Dans Mister Python, je vais pouvoir l'implémenter directement en l'utilisant la notion de variable. Je vous rappelle, une variable, c'est une case mémoire, un tiroir, dont on déclare le type, on dit ce qu'on va mettre dans le tiroir, est-ce qu'on va mettre des entiers, est-ce qu'on va mettre des chaînes de caractères, et on lui donne une première valeur, une valeur d'initialisation, qu'on donne sous la forme d'une expression. Au moment de l'affectation, la valeur de l'expression est calculée. Donc ce qu'on va mettre dans la case mémoire, c'est un résultat, c'est pas l'expression. Donc si ensuite on peut utiliser la variable dans une expression, par exemple si j'utilise y qui a été défini avant, lorsque j'utilise y, je regarde la valeur qu'il y a dans le tiroir y. Donc je ne recalcule pas b carré plus c carré moins e carré, il a été calculé une seule fois au moment où j'ai mis cette valeur dans y. Donc c'est à ça que ça sert entre autres les variables, à pas refaire plusieurs fois le même calcul. Et ici la seule chose qu'on a à faire, c'est à vérifier l'ordre des variables. Vous voyez qu'ici, pour Q et R, j'ai besoin que y, x et z aient déjà une valeur. Donc je vais commencer par affecter x, y et z, et seulement après, je calculerai p, q et r. Donc x, c'est un flottant. Je donne son expression, a fois a plus b fois b moins d fois d. Pareil pour y. Alors voilà, c'est un peu fastidieux, mais on fait attention à pas se tromper en recopiant la formule. Mais ici, vous voyez que cette implémentation d'une formule mathématique avec des variables mathématiques x, y, z, p, q, r, elle se fait de manière très naturelle en Python avec des variables
informatiques, des cases mémoire, des tiroirs. Ensuite, j'ai P qui est aussi un flottant et qui vaut 4 fois A fois A fois B fois B fois C fois C. Et enfin, j'ai Q qui est aussi un flottant et qui vaut A fois A fois Y fois Y plus B fois B fois X fois X plus C fois C fois X fois X. Non, ça c'était pas un X, c'était un Z. Attention à pas se tromper. Et enfin, R est aussi un flottant qui vaut X fois Y fois Z. Bon, j'ai mes 6 cases mémoire qui sont remplies avec les valeurs. C'est suffisant pour calculer le résultat. Le résultat, ça vaut 1/12 fois la racine carrée, math.sqrt, pour avoir la racine carrée, de P moins Q plus R. Donc là, on est content. On voit que ça s'interprète. Avant de faire des tests, on essaye une fois notre fonction. On fait volume de tétraèdre de... Alors on regarde le premier exemple qui nous est proposé. Un tétraèdre régulier dont tous les côtés valent 1. Et on voit que ça correspond ici. Ce nombre à virgule, qui est une... qui continue après. Hein, cette représentation, elle a été coupée ici. Elle continue après dans le monde des maths, mais elle continue pas après dans le monde de mon ordinateur. Mon ordinateur, il a stocké que cette valeur, que les nombres après la virgule, de cette valeur qu'il affiche. Évidemment, mon ordinateur est fini, il ne veut pas stocker une infinité de nombres après la virgule. Donc on passe sur les tests, et on écrit assert de volume de tétraèdre de 1, 1, 1, 1, 1, 1, et on écrit ce que ça doit faire. Et un premier réflexe que vous pouvez avoir, c'est écrire ça, et se rendre compte que ça marche. Et moi, j'aime pas. J'aime pas que vous fassiez ça, parce que je n'aime pas que vous manipuliez des nombres à virgule, et surtout des nombres à virgule pour lesquels il manque une partie, dans vos tests. D'accord? C'est moche d'écrire ça. Et puis, je vous ai expliqué, on vous a expliqué en cours, que c'était compliqué de calculer avec des nombres à virgule, que c'était une partie de la science informatique à part entière, et que les ordinateurs en général, et Python en particulier, ne sont de base pas très forts pour s'en sortir avec ça. Hein, toujours l'exemple classique, 0,1 plus 0,2, ça fait 0,3 et 1,4 ici aussi. Ça vient du fait que c'est difficile de représenter le nombre 0,1 en binaire, dans une machine avec des 0 et des 1. Donc j'aime pas trop que vous mettiez des nombres à virgule. Du coup, on va mettre l'expression, le résultat que ça doit faire. On réfléchit au résultat que ça doit faire. A vaut 1, B vaut 1, C vaut 1, D vaut 1, E vaut 1, F vaut 1. Donc 1 plus 1 moins 1, ça fait 1. 1 plus 1 moins 1, ça fait 1. X, Y et Z valent 1. Donc P vaut 4 fois 1 fois 1 fois 1, 4. Q vaut 1 plus 1 plus 1, 3. Et R vaut 1, 1. Donc P, 4 moins 3, 1 plus R, 1, ça fait 2. Donc ce truc-là doit valoir racine de 2 sur 12. Et je préfère que vous écriviez cette expression-là, racine carrée de 2 sur 12, plutôt que la représentation du nombre à virgule. Donc là, j'interprète, et alors, surprise, ça, le test ne fonctionne pas. Hein. Erreur d'assertion à la ligne 48, ce test ne fonctionne pas. Alors pourquoi il ne fonctionne pas? Je peux, dans la zone d'évaluation orange, regarder la valeur de volume tétraèdre, puis regarder la valeur de racine de 2 sur 12, et me rendre compte qu'il y a une différence. Le dernier chiffre, je ne sais pas combienième chiffre après la virgule, c'est un 2 dans ce cas-là et un 3 dans ce cas-là. Alors je me dis, tiens, c'est bizarre quand même, parce que je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Et alors, miracle, si je demande d'évaluer 1/12 de math.sqrt de 2, j'obtiens la même chose qu'ici, mais une chose différente de là. Là, vous êtes horrifié, parce que depuis que vous êtes enfant, vous savez que A sur B, ça vaut, quand on travaille avec des réels, c'est la même chose que 1 sur B fois A, et là, vous avez deux résultats différents. Ces résultats sont différents parce qu'ils viennent du fait que c'est difficile pour un ordinateur de calculer avec des nombres à virgule, il fait des petites erreurs d'arrondi, parfois c'est pas des erreurs d'arrondi,
c'est des erreurs, on l'a vu tout à l'heure, de manipulation des nombres qu'on ne peut pas représenter en binaire. Et en fonction de l'ordre dans lequel on fait les calculs, est-ce qu'on fait une division ou est-ce qu'on fait d'abord une division puis une multiplication, on va obtenir des résultats différents. Donc c'est un peu compliqué, c'est jamais satisfaisant de faire des tests avec des nombres à virgule de base, il faut des systèmes spécifiques pour ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que si jamais on écrit 1/12 de math.sqrt, le test passe, mais on sait qu'on marche sur des charbons ardents, qui sont la manipulation des nombres entiers. Alors, un autre tétraèdre que j'aime bien, c'est le tétraèdre 0, 0, 0, 0, parce que là, il ne va pas y avoir de problème d'arrondi ou quoi que ce soit, son volume est nul, et ça doit faire un volume nul. Donc là, ça passe bien. Et puis, on aimerait bien aussi calculer le volume d'un tétraèdre qui soit pas un tétraèdre régulier. D'accord ? Donc j'essaye de faire un tétraèdre où ici, ces trois choses-là valent 2 et le triangle du bas a 1 de côté. Ça m'a l'air d'être plutôt possible. D'accord ? C'est-à-dire d'avoir 2 là, 2 là. Attendez, je vais le faire pédagogiquement d'une couleur qui montre que c'est un exemple. 2 ici, 2 là, 1, 1, 1. Du coup, il faut que je calcule ce que ça fait. X, ça fait 2 au carré plus 2 au carré moins 1 au carré, 7. Comme il est plutôt symétrique, Y et Z, ça va faire la même chose. P, ça fait 4 fois 2 au carré, 4. 2 au carré, 4, 2 au carré, 4. Ça fait 4 fois 4 fois 4 fois 4. Ça doit faire 4 puissance 4, donc 2 puissance 8. Et 2 puissance 8, tout le monde sait que c'est 256. Puisque c'est 1024 divisé par 4. 2 puissance 10 divisé par 4. Ensuite, Q, c'est A carré, donc 4 fois Y au carré, 7. Donc 4 fois 49. Puis ça aussi, c'est 4 fois 49, ça c'est 49. Donc ce truc-là, ça fait 12 fois 49. 12 fois 49, ça fait, ça fait 10 fois 49, 490. Plus 2 fois 49, 98. 490 plus 98, 588. X fois Y fois Z, ça fait 7 au cube. 7 au cube, ça fait 49 fois 7. 49 fois 7, ça fait 4 fois 7, 28, 280. Plus 9 fois 7, 63. Ça fait 343. Du coup, P moins Q plus R, ça fait 256 plus 343. Et ça fait 599. Moins Q, 588. Donc P moins Q plus R, ça doit faire 11. Du coup, le volume devrait faire racine de 11 sur 12. Alors, j'essaye. 1/12 fois math.sqrt de 11. Et ça passe. Donc, c'est bien. J'ai testé pour le tétraèdre nul, le tétraèdre régulier de côté 1, et le tétraèdre irrégulier, mais quand même un petit peu d'une forme satisfaisante, où les arêtes du dessus, si on veut y mettre un sens, valent 2, et la base a un côté de 1. Donc je suis content. Et j'ai répondu à la question. Et on passe à la question 2. Et la question 2, c'est dire un tétraèdre est régulier tel que tous ses côtés sont de longueur égale. Et on voudrait écrire une fonction qui définit, on voudrait définir une fonction qui donne le volume d'un tétraèdre régulier, donc qui s'appelle volume tétraèdre régulier. Donc un tétraèdre régulier, c'est quand A, B, C, F, D, E valent la même valeur. D'accord ? Donc quand ils valent la même valeur, on va appeler cette valeur C, enfin on va appeler cette valeur C, pour dire que c'est le côté du tétraèdre, et évidemment, j'ai besoin que d'un seul paramètre. Il n'y a qu'une seule chose qui varie pour un tétraèdre régulier, c'est la longueur de son côté, de son arête. Peut-être que je devrais l'appeler A, pour dire que c'est une arête. Donc c'est la longueur de son arête qui change, et en fonction de la longueur de son arête, je veux récupérer son résultat. Donc qu'est-ce que je fais pour... donc il n'y a pas besoin de précondition, un tétraèdre régulier c'est tout le temps un tétraèdre, et je donne le volume d'un tétraèdre dont les arêtes ont toutes pour longueur 1. Donc voilà la spécification de volume de tétraèdre régulier. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux essayer
de remplacer b et d par a. Du coup, x, ça fait a carré plus b carré moins a carré, ça fait a carré. Y, ça va faire a carré aussi. Je remplace toutes les longueurs par a. Et z, ça va faire a carré aussi. Ça va faire 4a puissance 6. Ça va faire a puissance 6, là, ça va faire 3a puissance 6. Et ça va faire a puissance 6 aussi. Du coup, la formule, ça va faire 1/12 de racine de p, c'est 4a puissance 6, moins q, c'est 3a puissance 6, plus r, c'est a puissance 6. Donc ça va faire 5a puissance 6 moins 3, ça va être égal à 1/12 de 2a puissance 6. Je peux sortir le a de la racine, ça va me faire a au cube sur 12 fois racine de 2. Donc ça, c'est la formule du volume d'un tétraèdre régulier. Donc je pourrais l'utiliser ici. Je pourrais écrire return 1/12 fois a fois a fois a fois math.sqrt de 2. D'accord? Et ça fonctionnerait. Et ensuite, je pourrais regarder que le volume d'un tétraèdre régulier, donc je fais un acer, volume d'un tétraèdre régulier de côté 0, c'est 0. De côté 1, bah, ça fait ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, on l'a déjà calculé. Ça doit faire 1/12 fois racine de 2. Et un volume d'un tétraèdre régulier de côté 3, par exemple, ça doit faire cette chose-là fois 3 au cube. 3 au cube, ça fait 27. Et là, on voit que ça marche. Ça marche, mais ici, on a passé du temps au brouillon à recalculer et à trouver à partir de la formule qu'est-ce qui se passait dans le cadre d'un tétraèdre régulier. Ce qu'on peut faire, et généralement c'est ce qu'on vous demande de faire lorsqu'on fait des exercices, c'est d'être paresseux et d'utiliser les fonctions qui existent déjà. Donc là, je vais l'appeler volume tétraèdre régulier 2, pour dire que c'est ma deuxième fonction. Je vais lui donner le même jeu de test, mais cette fois-ci, je vais réutiliser la fonction précédente. Et pour réutiliser la fonction précédente, eh ben, j'ai déjà une fonction qui calcule le volume d'un tétraèdre, en fonction des trois côtés A, B, C, D, E, F. Si le tétraèdre est régulier, je peux appeler cette fonction avec la valeur A pour les 6 côtés. Et là, vous voyez qu'il y a une erreur d'insertion à la dernière ligne, parce que quand j'utilise cette formule, ça me fait ça, et quand j'utilise cette formule-là, ça me fait ça. Donc là, ça tombe sur 640, et là, ça tombe sur 642. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ça change si j'écris math de racine carrée de 2 fois 27 au cube? Donc là, ça passe pas. Enfin, 27 puissance au carré. 27 fois 27. Et là, ça passe. Donc vous voyez, en fonction de si je sors le 3 puissance 6 de la racine carrée et que j'en fais un 3 puissance 3, j'ai pas les mêmes résultats exactement ici et ici. Et donc vous voyez, c'est la morale de l'histoire, que lorsque l'on manipule des nombres à virgule flottantes, les tests sont pas évidents à faire. On verra plus tard si on peut pas faire des tests avec des encadrements. Alors, petite question bonus, l'exercice est résolu, mais c'est bien de continuer à réfléchir à cet exercice. C'est toujours une question qui doit vous intéresser lorsque vous écrivez une fonction, que ce soit en TDTME ou à l'examen, c'est est-ce que ma fonction est efficace? Et là, vous voyez, on a deux fonctions pour résoudre la question du volume du tétraèdre régulier,
et on peut se demander laquelle est la plus efficace. On a vu que celle-là était plus paresseuse. Pour le programmeur, c'est mieux de réutiliser sa fonction précédente et de l'utiliser directement. Pour l'utilisateur, souvent l'utilisateur, il aime bien des fonctions qu'il peut comprendre, donc c'est bien d'avoir des fonctions faciles à comprendre, mais il adore les fonctions qui résolvent son problème vite. Votre client, il vous demande d'écrire la fonction souvent la plus efficace possible. Alors, regardons l'efficacité de ces fonctions, d'accord? Et je vous ai dit lors de l'exercice que j'ai traité, le premier exercice que j'ai traité, le 2.2, que l'efficacité, c'était toujours, il fallait définir qu'est-ce qu'on compte. C'est par rapport à une chose qu'on compte. Oui, et souvent, ce qu'on compte, c'est ce qui est coûteux pour un ordinateur de faire. Ce qui est coûteux pour un ordinateur de faire dans le cadre de calcul avec des flottants, ce sont les multiplications. D'accord? Ce sont les additions, c'est facile parce que c'est des tuyaux qui les font, hein, c'est directement dans le processeur. Les multiplications aussi, mais ça prend plusieurs cycles de machine, c'est un peu plus compliqué. Donc, combien de multiplications je fais dans la fonction volume tétraèdre régulier? Je fais 1, 2, 3, 4 multiplications. Donc pour volume tétraèdre régulier, je peux écrire, alors ça c'est la partie complexité, et je peux écrire pour volume tétraèdre régulier, je fais, on a dit, 1, 2, 3, 4 multiplications, on les voit bien, 4 multiplications. Pour volume tétraèdre régulier 2, combien de multiplications je fais? Alors pour volume tétraèdre 2, j'appelle volume tétraèdre. Je fais aucune multiplication dans le code de volume tétraèdre régulier, mais elle appelle volume tétraèdre. Donc je vais faire toutes les multiplications qui sont faites dans volume tétraèdre. Alors je compte combien il y en a. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc il y a 27 multiplications dans volume tétraèdre. Et donc quand j'appelle volume tétraèdre depuis volume tétraèdre régulier 2, je fais 27 multiplications. D'accord? Et donc on peut dire que volume tétraèdre régulier est plus efficace que celle-là, parce qu'elle fait que 4 multiplications, alors que celle-là en fait 27. Donc voilà une première considération d'efficacité. Maintenant je voudrais qu'on retourne à la fonction volume tétraèdre, et qu'on se dise, bon, c'est coûteux de faire des multiplications, est-ce qu'on ne peut pas écrire une fonction volume tétraèdre qui fait moins de multiplications? D'accord? Et alors la réponse est oui, hein, c'est pour ça que je vous pose la question. Et donc je vais écrire une fonction volume tétraèdre 2 qui va calculer la même chose, mais en faisant moins de multiplications. Comment je peux faire moins de multiplications? Si vous avez déjà vu le cours 4, probablement vous ne l'avez pas encore déjà vu, vous avez vu qu'une manière d'avoir une fonction plus efficace, c'est de ne pas faire de calcul redondant, de ne pas calculer plusieurs fois la même chose. La question ici est, est-ce qu'on fait dans cette fonction des calculs redondants? La réponse est oui, puisque prenez l'exemple de a carré. Ici on calcule a carré, ça fait une multiplication. Puis on le recalcule ici, deuxième fois. Puis on le recalcule ici, troisième fois, puis on le recalcule encore ici, quatrième fois. Donc on pourrait s'épargner ces calculs en calculant une bonne fois pour toutes la valeur a carré. Donc par exemple on dit A2 c'est une case mémoire dans laquelle je vais mettre la valeur de a carré, et maintenant à chaque fois que j'aurai besoin de cette valeur, j'aurai juste à appeler A2, et j'aurai pas à recalculer A fois A. Et puis, vous l'avez deviné, on va faire pareil pour B carré. On va prendre une case mémoire qu'on va appeler B2. On va faire pareil pour C carré. On prend une case mémoire qu'on appelle C2. Et ensuite, on peut y aller. Ici, c'est un C carré. Ici, c'est un B carré. Et ici, c'est un C carré. Ici, c'est un C carré. Ici, c'est un A carré, j'avais déjà mis. Ici, c'est un B carré. Ici, c'est un C carré. Ici, c'est un B carré. Ici, c'est un C carré. Est-ce que ça vaut le coup de faire une case mémoire pour
D au carré? Non, parce qu'on le calcule qu'une fois. Y au carré, on le calcule qu'une fois aussi. Et ça a l'air... Non, alors je fais un test. Les tests passent bien, donc cette fonction elle est juste, elle calcule la même chose que la fonction volume tétraèdre, sauf qu'elle fait moins de multiplication. Comptons combien de multiplications elle en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc on est passé de... on avait une complexité pour volume tétraèdre de 27 multiplications, et pour volume tétraèdre 2, on est passé à 18 multiplications. Donc on a gagné, on fait 33% de multiplication en moins, donc c'est plutôt super. Maintenant, qu'est-ce qu'on a perdu? Bah, on utilise plus de place, parce qu'avant, dans volume tétraèdre, on avait besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases mémoire, lorsque l'on appelle la fonction, et dans volume tétraèdre 2, on a besoin de 9 cases mémoire. Donc si jamais on s'en moque du temps qu'on passe à faire des multiplications, mais ce qui compte, c'est la case mémoire qu'on prend, le nombre de cases mémoire qu'on prend, parce qu'on est sur une architecture très limitée en mémoire, sur le microprocesseur d'un micro-ondes par exemple, alors ici on prend 6 cases mémoire, et ici on prend 9 cases mémoire. Donc vous voyez qu'en fonction de ce qu'on compte, volume tétraèdre est plus efficace que volume tétraèdre 2, ou volume tétraèdre 2 est plus efficace de volume tétraèdre. Donc c'est important quand on parle d'efficacité ou de complexité de regarder ce qu'on compte pour pouvoir comparer correctement les fonctions. Voilà, voilà, ça finit l'exercice volume tétraèdre. Merci.